À l'initiative commune du comité Anacre de Noisy et du comité Charles de Gaulle de Gournay, il transporte les candidats collégiens de Noisy, Gournay et Champs-sur-Marne sur les 6 lieux de mémoire à travers le canton, destinés à recevoir un jour 6 balises explicatives pour les promeneurs. Sur l'emplacement de chaque balise, un témoin les attend pour répondre à leurs questions. Vous avez vu l'autobus? On vous a expliqué que c'est un autobus qui a été construit en 1930, qui a donc vécu les années d'occupation, qui peut rappeler un peu les autobus du Veldiv ou les autobus qui ramenèrent les déportés à l'hôtel Lutetia en 1945. Bon, là je vais vous évoquer ceux qui sont au cimetière de Noisy-le-Grand. Cette plaque sur l'école des Richardais rend hommage à ces 8 anciens muets tombés dans leur 20e année lors des combats du 26 août 1944 à travers les côtes du Brouillard, de Westry et de Forty. Avant l'occupation, ils s'étaient connus sur ces bancs de la communale, comme on disait à l'époque. Serrez les rangs, comme on dit. Allez, hop. Durant l'occupation de 1940 à 1944, le fort de Villiers abritait quelques canons anti-aériens et une petite garnison d'artilleurs allemands. Le commandant du fort envoyait souvent un détachement patrouiller en ville. Un jour d'août 1944, le résistant André Rouy, qui était en relation avec le colonel Rémy du BCRA de Londres et d'Alger, ça vous l'apprendrez dans l'histoire de la résistance, avait fixé rendez-vous à son camarade Raymond Palanque et à quelques autres jeunes villérois dans le préau de l'école primaire Jules Ferry. Certains, sans attendre les consignes, avaient déjà enfilé leurs brassards quand soudain la patrouille allemande du fort fit irruption dans le préau, fusil en main, et encercla le groupe de jeunes volontaires FFI. Donc on vous a parlé donc de ces jeunes qui se sont fait encercler ici par les Allemands, et Raymond Palanque est un de ceux-là. Bon, moi je suis donc originaire de Villiers, j'ai été à l'école maternelle de Villiers, donc je suis un vieux Villiérain. Il y avait une quarantaine d'Allemands qui étaient là, dans ce fort-là. C'était pour la plupart des réservistes, comme on appelait, c'était des soldats qui avaient déjà fait la guerre de 14. Ces gens-là, ces Allemands, on nous disait, nous, soyez tranquilles, on ne fera rien, ne vous embêtez pas, on ne tient pas du tout à rester, on tient à rester au contraire en France et particulièrement au fort de Villiers, et on préfère rester à Villiers que d'aller là-bas sur le front russe, parce qu'à ce moment-là, la guerre était passée. Ouais, sympa. Ouais. C'est dans ce pavillon qu'en hiver 1943, Henri Schmitt, exploitant forestier, reçoit la visite de Charles Hildevert, marchand de légumes au Raincy, et surtout responsable local du SOE. La section française du SOE est dirigée en Angleterre par le major Buckmaster. Son délégué en France est Raymond Dumont, alias Armand, le supérieur d'Hildevert. Henri Schmitt, qui est aussi puisatier, va souvent en vélo chercher des explosifs au port de Bonneuil. Dans ce cas, il annonce « Je vais aux patates » et sa fille comprend qu'à son retour, il faudra enterrer les pains de plastique au jardin. Avant un sabotage, Paulette déterre les patates du jardin, comme elle dit, les pétrit dans l'eau tiède et prépare les cordeaux Bigfort. Un jour, Henri Schmitt, Jean Arbulot et Paul Darras, dont vous avez vu les noms sur l'école, partent faire sauter la voie vers la gare des Ivris.
Le 25 août 1944 à l'aube, ils sont 15 à quitter ce jardin à pied en direction du Raincy pour y former le convoi vers Ouassery et Fortry. Paulette, tu peux nous expliquer concrètement comment tu t'y prenais pour cacher la dynamite dans ton jardin? Parce que ça allait jusqu'à la passe, Oui. ça allait jusqu'à l'impasse. Et puis maman, elle était jardinière, il fallait qu'elle fasse de la... C'est elle qui enterrait. Et puis elle repiquait des petites plantes salades ou d'autres choses dessus. Oui, puis ça se repoussait. C'était elle qui faisait ça. Parce qu'on n'avait même pas le droit de regarder. Ah, tout était secret. Tout était secret. Mon frère, une fois, il revient de mission. C'était au Raincy, il fallait empêcher un train de partir. Ils étaient tous partis là-bas. Je ne sais pas pourquoi qu'ils n'ont pas fait se poser la voie. Et il revient, puis il me jette la mitraillette. Il dit, c'est de la saleté. Elle s'en règle tout de suite, on se fera tuer. Voilà. Les armes et moi, on était fâchés. Merci Paulette. Merci Paulette. Bon, je vais vous demander de Je suis bien contente. presser un peu pour monter dans le je suis bus, bien parce qu'on est en retard. parce qu'on parle de mes camarades et on n'en parlait pas trop. Hein. Non, ça avait été éclipsé ça. Hein. Voilà. Vous venez avec nous, continue. Oui, bon, c'est pas là. Hein, d'accord, vous montez avec nous. Bien, ça va. Ici, en 1942, existaient 3 parcelles de jardin, dont une bâtie, et c'est en limite de ce modeste pavillon que passait la ligne souterraine à grande distance, utile à la Wehrmacht pour sa liaison entre Paris et Berlin. Les services secrets anglais et français, ayant besoin de connaissances sur la machine de guerre nazie pour préparer la reconquête de l'Europe, constituèrent avec le mouvement résistant des PTT une opération appelée la source K. C'est l'ingénieur Robert Keller qui accepta de la diriger. Dès mars 1942, ce pavillon situé à 6 mètres de la ligne fut loué par Edward Young, qui prétexta des fuites dans les conduites d'écoulement pour creuser une tranchée jusqu'en bordure de la route. En réalité, pour y dériver certains câbles de la ligne souterraine. Le 15 avril 1942, Robert Keller créa un défaut artificiel, plus loin sur le tronçon de la ligne Paris-Metz. Les Allemands exigent aussitôt recherche et réparation, mais sous la surveillance. Robert Keller, comme il l'espérait, muni de toutes les autorisations d'usage, découvre le point de rupture, forcément devant le pavillon d'Edward Young. Le 16, les fouilles commencent, et le soir du 18, l'intervention sur le câble est décidée de nuit pour raison de sécurité. Une tente d'intempéries est disposée au-dessus de la fouille centrale afin de filtrer l'éclairage des lanternes qui pouvaient déclencher une patrouille de la DCA du fort situé à 1000 mètres à vol d'oiseau. Comme vous a expliqué Paulette tout à l'heure, c'était des jardins partout et le fort, de là-bas à ici, pouvait apercevoir la lumière sous la tente. Ce que je vais vous dire quand même, c'est que les communications et les transmissions, c'était un enjeu extraordinaire en période de guerre, et notamment un enjeu, vous l'avez compris, pour les nazis et pour la résistance. Donc voilà, communiquer pour résister, c'est vraiment l'administration des PTT a été à ce moment-là, puisqu'il y avait la poste, le téléphone et le télégraphe, c'était quelque chose d'extrêmement important et surtout important pour la résistance. Et c'est pour ça qu'ici, il y a eu dans ce pavillon et le câble qui passait pour partir de Paris à Berlin, c'était quelque chose de vital et les services de Londres et de Paris ont travaillé ensemble et ont essayé, parce que là il fallait écouter les communications des nazis qui allaient
avec Hitler hein, à Berlin. Donc c'était très important. Donc les services de Londres et de Paris ont vu avec Combeau, on parle de Combeau, c'était un colonel qui s'est finalement détaché et qui est allé travailler au service des PTT dans le 7e arrondissement. Et à partir de là, c'est lui qui a dirigé toutes les opérations. Alors c'est vrai qu'il y a eu l'ingénieur Robert Keller, il y a eu rue à Paris, avec les deux techniciens qui étaient des soudeurs PTT, qui étaient très compétents pour réaliser cette opération, qu'il fallait vraiment être des techniciens hors pair. Et il y a eu d'autres ingénieurs qui ont préparé. C'est beau. Des deux côtés. C'est à Gournay, âgé de 96 ans, que décède une figure de la résistance, Maurice Glaise. Il est né en 1907 à Nîmes, dans une famille modeste. Il apprend le métier d'imprimeur dès l'âge de 12 ans. Dès 1940, sortent de son imprimerie des milliers de papillons destinés à contrer les mensonges diffusés par Radio Paris. Puis il organise un réseau de 6 imprimeries clandestines. Merci. Ouais. Il faut parler surtout de la presse clandestine, hein, en général, qui a servi principalement d'élément mobilisateur pour toute la résistance. Sans presse clandestine, la résistance n'aurait pas pu fonctionner. Hein. Il y a eu sur 2000 environ imprimeurs clandestins, il y a eu 400 de tués, et encore ces chiffres sont en dessous de la réalité. Hein. Grâce à la presse clandestine, on explique la vérité de la situation et de ce que sont en train de faire les nazis pour faire des Français des esclaves. Moi, je me souviens qu'étant gamine, j'étais en Charente et les avions passaient et nous jetaient justement ces tracts. Ouais, ouais. Et on les lisait. Ouais. J'avais 10 ans, 43, mon père est arrêté par les brigades spéciales. Il monte les 6 étages. Moi, je suis avec ma mère. Et il dit, vous en faites pas, c'est pour des fausses cartes de pain, c'est pas grave. Et donc il pénètre dans la maison et il dit, vous permettez que j'aille aux toilettes. Les 2 flics des brigades spéciales, ils voient aucun inconvénient. Et il réussit à mettre dans les toilettes des documents, un document très important qui s'appelait « Les 27 qui vont mourir », qui avait été lu à la radio de Londres. Donc il a réussi à mettre ça aux toilettes, calmement, avec sang-froid, sous les yeux des flics, comme ça. Il y a eu aussi une chose, quand ils sont arrivés à l'imprimerie pour l'arrestation, il y avait une affiche. Ils ont pas essayé de regarder ce que c'était que cette affiche, vu que c'était en plomb, et que le plomb, on le regarde à l'envers. Si les flics avaient pu lire cette affiche, c'était immédiatement le peloton d'exécution. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça. Voilà. Quand tous les journaux, les tracts sortaient de l'imprimerie, ils étaient transportés dans des voitures à bras. Alors, sous des fausses étiquettes de vrais collèges, de vrais trucs comme ça. Et ce qui a été drôle quand même dans cette histoire que me racontait mon père, c'est que c'est souvent les flics qui aidaient à transporter ces voitures à bras où il y avait tous les documents secrets de la résistance. Ils ne s'en sont jamais rendus compte. Voilà. Et où est-ce qu'il diffusait ces tracts, ton père? Il y avait des agents de liaison dans tout Paris. En fait, il y avait plusieurs endroits où il y avait des regroupements et d'autres carrioles et d'autres... Tout Paris était essaimé, quoi. Monsieur le maire et les élus, approchez-vous.
pas tomber le poste. Non, non, non. Mais on ne peut pas s'approcher beaucoup plus. De jeunes hommes des groupes FFI de Chelles Gournay s'impatientent à l'été de 1944. Ils rêvent de participer à la libération de Paris, mais les armes manquent. Par l'intermédiaire d'un certain Alexandre, ils sont mis en relation avec de soi-disant agents de l'intelligence service qui doivent leur remettre une importante quantité d'armes à Paris dans un garage situé au bout du passage d'Oisy. Il s'agit en réalité d'un guet-apens orchestré par Berger et Marcheret, deux hommes au service de la Gestapo. Malgré la mise en garde de certains amis, les hommes se retrouvent de bonne heure le matin du 16 à la pointe de Gournay. Rendez-vous a été fixé à 11 h, porte-maillot, devant l'entrée du Luna Park. Les camions et l'ambulance repartent vers la rue d'Armaillet, toute proche, et pénètrent dans le garage du passage d'Oisy. Les portes du garage à peine refermées, des tirs de mitraillettes éclatent. Les jeunes résistants pris au piège descendent des véhicules, sont alignés le long d'un mur, bras en l'air. Ils sont guidés par un passage dans les caves de l'hôtel de Chevreuse, mitoyen du garage. Le docteur Blanchet et Favet sont interrogés et malmenés, tandis que quelques hommes sont transportés au siège de la Gestapo. Les autres ont été transportés par camion près de la cascade du Bois de Boulogne. Ils sont fusillés à la descente du véhicule et achevés à coups de grenade. Le cadavre de Blanchet est amené au même endroit. Un autre groupe de résistants appartenant aux jeunesses catholiques combattantes est victime de la même machination et subit le même sort. Ils sont 35 au total à joncher le sol près de la cascade du Bois de Boulogne. Trouvés le lendemain matin, les corps sont méconnaissables. Plusieurs jours seront nécessaires pour identifier les victimes. Bon, voilà ce que dans l'histoire on retient comme ceux de la cascade du Bois de Boulogne. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs à Gournay, j'en ai de la Lorraine où j'étais durant la guerre, si vous voulez, mais j'ai surtout des documents grâce à Madame Maryse Rivière qui a pu recueillir des documents d'histoire de la région, surtout de Gournay et de Chelles, de M. Guillard, qui hélas nous a quittés. Et grâce à lui, on a des documents très précis et j'espère que s'il y a des questions particulières sur Chelles, Gournay et des environs, on pourra vous répondre sur Internet et avec l'aide de Madame Maryse Rivière, où beaucoup d'éléments sont dans le livre Le roman de Gournay, que je vous encourage à lire. On a vu comment communiquaient les résistants entre eux, on a vu comment communiquer par tract contre les mensonges de la radio de l'époque. On a vu comment communiquer les choses importantes en espionnant la ligne Paris-Berlin et à la déviant sur Londres, pour que Londres, à son tour, la rediffuse sur les ondes, que tout le monde écoutait clandestinement à l'époque. On a vu différentes façons de communiquer. Il y en a une aussi dans cet événement, c'est que s'il était relativement facile d'avoir des contacts au moment de la libération, il fallait se méfier quand même avec qui on partait en expédition. Ce parcours du bus de la mémoire a bien aidé au concours de la Résistance, dont le premier prix de Seine-et-Marne est revenu le 16 juin 2013 aux lauréates du collège Jean Vienner de Champs-sur-Marne avec ce devoir inspiré d'un journal clandestin.